Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième soirée du Festival des Vagamondes, festival qui a débuté mardi soir et qui se déroulera jusqu'au 31 janvier avec une version accessible sur le web. Tous les contenus du festival, spectacles, tables rondes, films proposés par Arte seront accessibles à travers les outils du numérique. Comme vous le savez, ce festival fait la part belle à la rencontre, au dialogue, à la confrontation des cultures et notamment aux enjeux liés aux frontières. Les frontières géographiques, les frontières entre les disciplines artistiques, mais aussi les frontières entre les genres, entre le réel et le virtuel, tous les types de frontières. Et cette deuxième soirée est consacrée, cette soirée thématique, est consacrée à la question de l'exil, de l'identité et de la migration, avec une table ronde qui va être présentée d'ici quelques minutes par Wada Saab, qui va modérer cette rencontre, qui est à côté de moi en plateau. Catherine Verlaguet, autrice et artiste associée au projet de la filature, qui est également avec nous sur le plateau. Et puis, depuis chez eux, en numérique, on retrouvera François Héran, Wael Ali et Chantal Noisette. Cette soirée s'inscrit dans une soirée thématique et sera suivie d'un spectacle, le spectacle de Imad Assaf, La Mère Émanation, puis un échange avec le public suite à ce spectacle. Et enfin, la retransmission d'une lecture, une lecture enregistrée hier ici à la filature, d'un texte de Catherine Verlaguet. Voilà, je voulais juste donc vous souhaiter une très très bonne soirée, vous rappeler que ces contenus numériques sont mis en ligne de soir en soir, progressivement jusqu'au 24 janvier. Vous avez la possibilité de les revoir tranquillement au cours des jours qui viennent jusqu'au 31 janvier. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je laisse donc la parole à Wada Saab pour cette table ronde Société en chantier. Cette table ronde qui vient introduire un cycle thématique qui aurait dû normalement débuter au mois de septembre dernier. Le Covid en a voulu autrement et donc ce cycle de réflexion autour de grands enjeux de société aurait dû débuter avec un spectacle de Rimini Protocol à l'automne, puis être suivi par une rencontre autour du statut des femmes avec le spectacle de Pauline Bureau Féminine. Mais il commence ce mois de janvier grâce à cette rencontre dans le cadre des Vagamondes et nous espérons que dans les semaines qui suivent, nous pourrons le poursuivre avec notamment une rencontre autour de l'intégration et de l'identité avec un spectacle, une création de Blandine Savetier. Nous entrerons dans la carrière qui sera créée à la filature dans quelques semaines si tout va bien. Nous aurons également une table ronde autour de la question de la résistance à l'oppression, autour du spectacle de Kirill Serebrennikov qui est prévu au mois de mai, et ainsi de suite. Ce cycle se poursuivra, je pense, probablement sur la saison 21-22, car ces sujets sont inépuisables, et je souhaite que la filature se positionne sur ces enjeux avec les artistes qu'elle invite au fil de sa saison. Donc ce premier rendez-vous débute maintenant, Société en chantier. Je cède la parole à Wada Saab. Bonne soirée à tous. Merci Benoît. Alors, il sera également question aujourd'hui d'identité, de migration et d'identité. Je voulais dire également, ajouter quelque chose à ce que vient de dire Benoît, dans l'idée de ce cycle de rencontres autour de Société en chantier. Nous avons voulu, avec la filature, mettre ensemble des experts, des scientifiques, des gens de terrain et des artistes, et voir comment tout cela peut dialoguer. Et de ce point de vue, je pense que la rencontre de ce soir est une parfaite illustration de ça, puisque nous avons avec nous donc François Héran, professeur au Collège de France, euh, donc, qui dirige une chaire Migration et Société. Nous avons Chantal Noisette qui travaille à la CIMAD à Mulhouse, et nous avons deux metteurs en scène et auteurs, donc Catherine Verlaguet à côté de moi, autrice, et Wael Ali, qui est avec nous en vidéoconférence, qui est aussi écrivain et metteur en scène. Alors, je veux d'abord vous demander à chacun de vous présenter rapidement. Je vais commencer par vous, François Héran. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques minutes quels sont vos centres d'intérêt, vos travaux, vos recherches? Et puis, je demanderai à Chantal Noisette de nous parler de la CIMAD et de son travail à la CIMAD. Et puis, je passerai à nos deux metteurs en scène. François Héran. Oui, alors vous l'avez dit, donc j'enseigne au Collège de France. Ce sont des cours qui sont tout à fait accessibles en ligne, hein. Vous vous mettez sur le site du Collège de France et vous pouvez voir mes cours des dernières années, donc sur des sujets assez variables, bien sûr. Et je suis démographe à l'origine, donc il y a des aspects quantitatifs, les ordres de grandeur, la comparaison internationale,
Est-il vrai ou faux que nous recevions plus de réfugiés que les pays voisins, enfin des questions de ce genre, mais aussi j'aime bien remettre en perspective historique un certain nombre de concepts. Je m'intéresse beaucoup au rapport entre migration et colonisation, décolonisation. Je m'intéresse beaucoup à la question des discriminations. C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé parce que j'ai été autrefois statisticien à l'Institut d'études démographiques que j'ai dirigé pendant une dizaine d'années. J'ai été également à l'INSEE, l'Institut de la statistique. Mais je ne suis pas uniquement un quantitativiste et je suis toujours très impressionné par le travail des gens de terrain, par les anthropologues, par les sociologues, par tout le travail qualitatif. Il est absolument fondamental. Et je terminerai en disant que j'ai fondé en 2017, à la suite d'un appel à projet, un institut qui s'appelle l'Institut Convergence Migration. Il y a plus de 300 chercheurs qui sont regroupés là-dedans, qui appartiennent à leurs universités, à leurs organismes de recherche, mais qui en même temps fédèrent leur activité de recherche autour d'une série de programmes. Et c'est pluridisciplinaire. Voilà. Il y a des économistes, il y a des sociologues, il y a des géographes, des anthropologues, des historiens. Et donc, parce que la migration, c'est un phénomène qui a des quantités de dimensions et on ne peut pas l'aborder de façon unilatérale. Il faut vraiment unir les gens de plusieurs disciplines, unir les différentes générations. Voilà un peu tout ce à quoi je m'occupe en ce moment. Merci, merci François Héron. Je dois dire que j'ai parcouru vos cours au Collège de France et que ça m'a fait regretter de ne plus être étudiant. Mais peut-être qu'il n'est pas trop tard. Euh, et je précise aussi que j'ai vu, en tout cas dans vos cours et les documents vous présentant, que la démographie occupe une part importante de vos recherches, mais vous vous intéressez également aux religions Oui. oui, et aux rites. C'est vrai. Et je serai très intéressé de vous entendre un peu plus tard et j'espère que nous pourrons parler de tout ça. Chantal Noisette, donc vous travaillez à la CIMAD. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement la CIMAD, enfin rapidement, prenez le temps que vous voudrez, et votre travail à la CIMAD à Mulhouse? Je dois dire, j'ai été moi-même surpris de découvrir, en faisant un peu de recherche, que la CIMAD a été créée en 1939. Voilà, si vous pouvez nous Voilà, en dire un peu plus sur la CIMAD et votre travail. Merci. exactement. Alors, la CIMAD, oui, qu'est-ce que c'est? Déjà, le nom interpelle. C'est en fait un acronyme pour Comité Inter-Mouvement auprès des évacués. Et ceci, effectivement, nous ramène à l'origine de la CIMAD en Alsace, il y a un peu plus de 80 ans. Donc en 1939, quand la guerre a été déclarée, le gouvernement a voulu protéger les populations les plus menacées au départ. Donc les Alsaciens et les Mosellans ont été évacués vers des petites villes et villages du sud-ouest, où ça n'a pas été facile. Ceux qui ne parlaient qu'alsacien étaient souvent perçus comme des boches. Des familles de la bourgeoisie de Strasbourg qui étaient habituées déjà à un certain confort vivaient mal leur hébergement rustique dans des fermes. Et puis l'hiver arrivant, ils étaient partis en été avec peu de bagages. Il manquait de vêtements chauds, de couvertures, etc. Donc ce sont des Strasbourgeoises deux strasbourgeoises, la théologienne protestante Suzanne de Dietrich et Madeleine Barrault, qui ont lancé un appel aux éclaireurs unionistes et autres jeunes de mouvements de jeunesse protestants présents dans le sud-ouest ou venant d'Alsace pour qu'ils soutiennent ces évacués, qu'ils leur apportent une aide matérielle et psychologique. Et bon, ça n'a pas duré très longtemps puisque les Alsaciens mosellans sont repartis chez eux dès le mois de mai, mais à ce moment-là, il y a eu l'exode. Et puis l'arrivée d'Allemands, d'Autrichiens, de Polonais qui fuyaient le nazisme.
et que le gouvernement de Vichy a mis dans des camps, en fait, surtout dans le sud. Et à ce moment-là, et bien entendu, les Juifs étrangers. Et à ce moment-là, la CIMAD était déjà suffisamment organisée et reconnue pour être autorisée à envoyer des équipiers dans ces camps. Et donc, ils ont continué ce travail d'accompagnement. Bientôt, ils ont été rejoints par l'Église orthodoxe et l'Église catholique, donc la CIMAD est devenue un mouvement œcuménique. Et ces équipiers ont caché des enfants juifs, ont fabriqué des faux papiers, ont organisé des passages clandestins vers la Suisse, etc. Donc déjà, la CIMAD s'est vraiment engagée à la protection de ceux qui étaient menacés. Ensuite, à la fin de la guerre, la CIMAD s'est engagée pour la réconciliation avec l'Allemagne et pour la reconstruction en France en envoyant des équipiers à Berlin et dans les régions du Nord. Et puis ensuite, il y a eu la guerre d'Algérie, où la CIMAD s'est aussi engagée en Algérie auprès des familles qui étaient regroupées dans les camps par l'armée française et en France aussi auprès des Algériens assignés aussi dans des centres quand ils étaient suspectés de terrorisme. Elle a dénoncé la torture en Algérie et les conditions d'accueil indignes des harkis. Et puis, il y a eu la décolonisation, comme le disait François Héran, les mouvements, elle a soutenu les mouvements de libération, des projets de développement du tiers-monde, etc. Et puis, tout au long des décennies qui ont suivi, la CIMAD a toujours été présente auprès des nouveaux arrivants, de tous ceux qui fuyaient les dictatures, les guerres, etc. Et donc, en fait, au fil des décennies, et suivant le mouvement de l'histoire, et avec des actions adaptées chaque fois au contexte et aux enjeux, la CIMAD s'affirme toujours comme un mouvement de solidarité active avec les étrangers, de défense de la dignité et des droits des personnes opprimées, réfugiées, migrantes, d'opposition au courant nationaliste et xénophobe, et de plus en plus de résistance à des politiques migratoires inhumaines. Voilà, donc ça, c'est un peu historique. Merci beaucoup. On va revenir un peu plus tard à votre travail à Mulhouse au quotidien. Là, je vais demander à Catherine Verlaguet de nous parler de son travail. Elle est autrice, elle écrit des pièces de théâtre, aussi des nouvelles, mais de nous parler surtout de La France, mon pays étranger. Alors oui, je suis autrice, je ne suis pas metteur en scène, je ne mets pas en scène, mais j'écris et je travaille avec plaisir avec des metteurs en scène. Ce que j'aime, moi, c'est l'humain, la notion humaine. Vous parliez tout à l'heure de frontières, les frontières intimes m'intéressent. Les frontières, elles sont créées par l'homme et elles sont en nous aussi. J'avais eu l'occasion de m'entretenir avec Gaël Faye qui disait qu'il était français puisqu'il était à cheval entre la France et que sa façon de réconcilier les deux pays, c'était d'avoir créé sa propre identité. Et voilà, La France, mon pays étranger, c'était une commande d'un metteur en scène, Frédéric Richaud, dans le Vaucluse. J'étais intervenue dans un centre social là-bas, dans un atelier avec des femmes en voie d'alphabétisation. C'était pas la première fois que je le faisais, mais c'est vrai qu'avec ces femmes-là, il s'est passé un truc, on s'entendait vraiment bien, la confiance s'est instaurée et on parlait beaucoup. Après les ateliers, moi j'étais là pour leur apporter un rapport à l'écriture plus ludique. Je les faisais pas travailler sur la grammaire et l'orthographe. C'était vraiment pour qu'elles abordent le français en jouant comme je peux le faire dans les classes avec les adolescents ou quoi. Et donc, quand Frédéric a vu la connivence qui s'installait entre ces femmes et moi, il a proposé qu'on mette en place une série d'interviews. Et c'est moi qui ai proposé le thème parce qu'elles parlaient beaucoup de leurs enfants, de l'éducation, de leur difficulté à élever des enfants dans un pays et une culture qui n'était pas le pays et la culture dans lequel
elle-même avait grandi. Enfin, difficulté, c'est un bien grand mot. Elle s'en sortait très bien, mais c'est vrai que les choix des unes n'étaient pas les choix des autres. Enfin, il y avait des paradoxes, ça, on riait beaucoup, et enfin, c'était très agréable. Et donc, j'ai proposé ce thème de leur rapport à la France. Voilà. Il y a eu une série d'interviews que moi j'ai enregistrées, et ce texte est une fiction, mais qui retrace aussi leur parcours. Il y a beaucoup d'elles dedans. Il y a des phrases qu'elles ont vraiment prononcées, qui viennent vraiment d'elles. Mais la fiction de cette femme, l'histoire de cette femme, est une fiction. Voilà. Il me fallait une colonne vertébrale pour greffer un peu leurs paroles. Et du coup, je suis partie d'une phrase de l'une d'elles qui disait est-ce qu'en fait, le foyer, au final, est-ce que c'est le pays où meurent nos parents, ou est-ce que c'est le pays dans lequel grandissent nos enfants? Cette question revenait beaucoup, et donc l'histoire de cette femme, le récit de cette femme est basé autour de cette question-là. Merci, c'est très beau. C'est souvent, je pense, chez les migrants, un point d'inflexion dans leur vie quand en fait quelqu'un est enterré dans le pays d'accueil et plus dans le pays d'origine. Il se passe à ce moment quelque chose de vraiment très important, je pense. Oui, là, ça se mêle aussi, parce que ces femmes-là arrivaient à un âge où la retraite approchait. Oui. Enfin, ça allait se poser dans les 10 prochaines années. Et donc, le contrat tacite avec leur mari, qui à l'époque sont venus en France pour aider à reconstruire la France aussi, pour trouver du travail. Le contrat tacite avec leur femme était souvent qu'au moment de la retraite, il y aurait un retour au pays. D'ailleurs, souvent, il y a des maisons qui se sont construites au pays en attendant la retraite et tout ça. Donc, on sent... Enfin, moi, je sentais plus chez les hommes que chez les femmes l'envie et le besoin de retourner au pays. Mais chez les femmes, cette question de « mais nos enfants, ils sont ici » se posait vraiment. Et donc, toute la question que pose cette femme dans « La France, mon pays étranger », c'est « est-ce que je vais rentrer au pays avec mon mari ou pas ?» Bon, la plupart rentrent avec leur mari, mais en tout cas, cette femme-là se pose cette question. Eh bien, à 23h, vous pourrez voir la suite de cette... Écoutez la suite. Donc, on passe à Wael Ali. Alors, moi, j'ai eu la chance de voir ton spectacle Sous un ciel bas à Bruxelles l'an dernier, et vraiment, je le recommande chaudement. C'est un spectacle formidable qui m'a beaucoup touché. J'en ai longuement parlé avec Wael hier. Je lui ai dit qu'il m'était un peu difficile de résumer à quelqu'un qui n'a pas vu le spectacle de quoi parle le spectacle. Je vais le laisser le faire. Peut-être juste, Wael, si tu permets, je vais dire une chose en introduction comme ça, parce que c'est une chose importante dans la thématique de Société en chantier et de Vagamonde cette année, c'est l'impact des empires coloniaux, bien longtemps après leur chute, sur la vie de beaucoup de migrants ou de gens d'origine immigrée. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui était très fort dans ton spectacle, dont on a parlé. Mais je te laisse en parler. Et aussi de ton travail et de peut-être ce qui t'a amené en France. Merci bien, merci pour l'introduction, vraiment. Ça m'aiderait aussi à dire que moi aussi, je n'arriverai pas à résumer de quoi parle le spectacle. Ce sera un peu justifié. Dans moi, je suis auteur de théâtre, metteur en scène, je vis à Lyon. Depuis 2006. J'étais venu ici pour faire des études, puis plus tard, après 2011, j'ai commencé à faire de théâtre comme praticien. Donc, au cours de ces années,
plusieurs spectacles. Le spectacle qu'on va jouer à Mulhouse s'appelle Sous un ciel bas. Justement, il y a dans le texte, il y a cette phrase, en fait, dite par la personne, le personnage principal, dit que toute personne devrait résister à ce genre de résumé, pour qu'elle soit vraiment matière de théâtre. Donc la proposition initiale, c'était très simple. J'avais un ami qui est un cinéaste, mais qui n'a pas réalisé de film depuis la guerre en Syrie. Et depuis 2012-2013, moi, comme metteur en scène, tout ça, c'est très problématique de faire de théâtre avec ces deux conditions, en dehors de territoire et pendant la guerre. C'est vraiment très, très problématique pour des raisons théoriques, mais pratiques aussi dans notre vie quotidienne, etc. C'est pas qu'on n'a pas les moyens, etc., mais c'est vraiment très problématique de plusieurs points de vue. Donc, je pourrais dire que ça avait commencé d'une blague très simple, en fait. Pourquoi ne pas attendre la fin de la guerre pour faire de théâtre? Voilà. Ça me paraissait que de commencer par cette position emblématique, problématique, qui est de l'artiste de théâtre qui continue en dehors de son pays pendant la guerre, ça serait l'occasion de se saisir de quelques questions importantes sur ce qui se passe en Syrie. Donc, je lui ai proposé qu'on travaille sur son histoire, qui ressemble beaucoup au mien et à d'autres personnes de ma génération. À une différence près, moi, je fais des pièces et lui, il ne fait pas de film. Ce qui fait qu'on n'est pas sûr, est-ce que c'est un artiste qui fait pas de l'art? Parce que la guerre a duré très longtemps, ça fait 10 ans où il n'a pas fait de... C'est pas vraiment un artiste. Il fait donc une sorte de miroir négatif à nous et il permet de faire un critique fondé de nous obliger à voir nos actions, ce qu'on fait, notre acte même d'écrire et de réaliser des spectacles comme un phénomène étrange en face de ce choix. Donc on commence par là et il nous impose une condition importante. Lui, il est fasciné par les archives coloniales. Donc on a de petites histoires, l'histoire d'un cinéaste qui ne fait pas de film, un petit drame lié à sa vie en France, etc. Donc, cette petite histoire personnelle, vécue comme un moment de décomposition de pays. Pas de la Syrie, mais de son pays, le pays de personnages, de son passé propre, etc., etc. Et donc, de l'autre côté, on essaye de raconter ce qui est lié plutôt au temps de l'archive, au temps de la grande histoire, un moment spécifique qui serait la naissance de cette entité politique. Il viendra la Syrie suite à la Première Guerre mondiale. Donc, le spectacle fait le pari de faire cohabiter ces deux temporalités. D'un côté, on essaye de saisir ce moment-là, la naissance de la Syrie telle qu'elle est aujourd'hui, à partir de quelques regards fonctionnaires, des administrateurs, des voyageurs qui arrivent sur le territoire. Et en le regardant, ils vont le découvrir et ils vont le créer en le regardant. Quelques militaires, etc. Donc, c'est des Européens qui vont en Syrie, ils vont créer ce pays-là, sous mandat français. Et de l'autre côté, cette petite histoire de ce cinéaste qui ne fait pas de film et qu'à un moment, il va aller faire un tour en Europe pour rencontrer ses amis syriens en Europe qui vont se rappeler de leur vie en Syrie. Donc, le spectacle, son ambition, en fait, c'est de faire cohabiter ces deux entités, cette multitude de regards qui les Européens ou les Français en Syrie au début du XXe siècle et ceux qui sont aujourd'hui en Europe qui observent ce territoire entre deux moments sur la composition de l'État, la naissance de l'État, et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui qui est de notre point de vue, dans l'expérience vécue, ça peut être présenté comme le moment de décomposition de cet État tel qu'on la connaissait jusqu'avant la guerre. Et l'objectif, c'est de produire un truc bizarre qui serait difficile à résumer, qui peut être un peu énervant, un peu décevant, un peu politique. Voilà, c'est ce spectacle-là.
J'ajouterais qu'il y a un En autre tout cas, niveau qui complexifie un peu les choses, c'est qu'on a choisi de travailler avec deux acteurs formidables. Donc, Sherif, Sharif Andoura, qui est d'origine syrienne. Donc, il a un particulier au pays, parce qu'il a vécu ici. Donc, c'est déjà, pour lui, c'est un pays de souvenirs. Lui a raconté quand il était petit, par, par son père, par des liens familiaux. Et Nanda, qui n'est plus aussi en Syrie, Nanda Mohamed, qui est en Égypte, etc. Donc, il y a ce niveau aussi qui est le rapport entre ces deux comédiens, entre arabes, français et tout ça. Voilà. C'est un peu rapidement. merci. Alors, je dois te dire, Wael, qu'il y a un point sur lequel tu as complètement raté. Tu n'as pas réussi à m'énerver dans ce spectacle. Non, c'est tout le contraire. Merci. Alors, je vais commencer à vous poser des questions aux uns et aux autres, et puis on va voir comment on va arriver à dialoguer tous ensemble. Je commence par vous, François Héran. Il y a un chiffre que j'ai glané dans un de vos cours au Collège de France et une citation. Donc, vous expliquez que même si le nombre de migrants croît de manière absolue dans le monde, la proportion reste faible à 3,4% de la population globale. Hein. Et vous citez Adam Smith, donc qu'on présente parfois de façon un peu simpliste comme l'apôtre du libéralisme, qui explique que l'être humain est le bien le plus difficile à déplacer. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ça ? Oui, c'est le bagage le plus difficile à déplacer. Alors, il faut dire que dans beaucoup de sociétés anciennes, traditionnelles, on fixait les populations. Et les pauvres, par exemple, étaient pris en charge par les paroisses, n'avaient pas le droit de se déplacer. Il y avait un contrôle de la mobilité qui était relativement fort, qui était d'ailleurs plus un contrôle des sorties qu'un contrôle des entrées. Ça nous paraît un peu étrange aujourd'hui, mais songez à ce que faisaient les régimes communistes, les dictatures, à ce qui se passe à Cuba, c'est sortir du pays qui est difficile. Et voilà, autrefois c'était ça. Alors Adam Smith a milité pour que les migrants pour que tout le monde puisse migrer. Et il avait cette idée qui effectivement de l'économie libérale à état pur, qui consistait à dire, mais si on laisse les hommes migrer librement, si on laisse les personnes des zones les plus pauvres migrer vers les zones les plus riches, et lui pensait par exemple à l'immigration des Écossais vers l'Angleterre, mais il pensait aussi à des choses plus mondiales, alors à ce moment-là, il y aurait un équilibre, ça rééquilibrerait les salaires, ça rééquilibrerait les conditions de vie. Et il y a toujours actuellement, c'est important à savoir, un mouvement très très libéral chez les économistes qui dit, mais au fond, arrêter d'imposer des visas, laisser la libre circulation s'effectuer d'elle-même, et à ce moment-là, les effets positifs du développement, aussi bien pour les pays d'origine que pour les pays de destination, vont l'emporter sur tous les inconvénients. Ce n'est pas une thèse qu'on retrouve beaucoup dans le débat public en ce moment, mais il faut savoir que les plus libéraux des économistes, on peut également y ajouter ce qu'on appelle aux États-Unis les libertariens, c'est-à-dire des gens qui disent écoutez, chacun est propriétaire de sa personne, l'État n'a pas à nous dire où nous pouvons aller, où nous devons aller, nous sommes libres d'aller et de venir. Et donc, certaines fractions ultralibérales sont en fait contre les frontières. Et c'est une des composantes du mouvement anti-frontières, qu'on ne connaît pas très bien en France, évidemment. Bon, cela dit, quand on regarde à l'échelle du monde ce qui se passe vraiment, est-ce que c'est vraiment les plus pauvres des plus pauvres, les pays les plus pauvres des plus pauvres qui migrent vers les pays les plus riches? Ben non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En réalité, pour pouvoir migrer, il faut avoir d'abord des aspirations à migrer, mais aussi déjà un minimum de moyens. Il faut avoir les moyens de ces aspirations. Et donc, quand on dresse un tableau des grands flux migratoires de par le monde, quels sont les pays qui migrent le plus? Eh bien, ce sont des pays qui sont
je dirais, un niveau de développement intermédiaire. Si on les classe sur une échelle de 10, en prenant l'indice du développement humain qui tient compte de l'éducation, de l'espérance de vie, de la richesse du pays, c'est les pays qui sont au niveau 5-6 qui migrent le plus. Ben, le Maghreb en fait partie. Le Maghreb est autour du niveau 5-6. Mais des pays comme l'Albanie, comme la Géorgie, on s'étonne toujours de ce qu'ils veulent migrer. Mais ils sont à un niveau de développement intermédiaire et donc ils ont des aspirations fortes et ils veulent migrer. Les Mexicains sont également à ce niveau-là. Donc un peu partout. Et alors vous avez les Balkans, c'est des pays dont on ne parle pas beaucoup, mais enfin, la Roumanie, la Bulgarie, tout ce qui est vraiment la Macédoine, etc. C'est, quand on prend l'ensemble des pays des Balkans ex-communistes, on a à peu près 22% de la population de ces pays qui vit à l'étranger. Alors beaucoup en Allemagne, hein, et beaucoup en Angleterre, jusqu'au Brexit. Donc, et alors que les subsahariens, les Africains, pour lesquels dont on s'effraie beaucoup, en réalité, aux 3/4, quand des Africains subsahariens migrent, c'est vers d'autres pays subsahariens. Hein. Il y a une migration interne à l'Afrique de l'Ouest qui est vraiment très forte. Il y a un cas un peu particulier, c'est le Maghreb. Parce que le Maghreb, et à mon avis, ça c'est une des catastrophes du Maghreb, le Maghreb c'est une région du monde cloisonnée. Il y a très peu de rapports entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, très très peu de mouvements entre ces trois pays. Et donc du coup, quand ils migrent, eh bien, c'est en franchissant les mers, hein, c'est vers la France, c'est vers l'Espagne, c'est vers les Pays-Bas, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est important, c'est que la libre circulation à l'intérieur des continents a une incidence très forte sur les migrations. Il y a maintenant des accords de libre circulation au sein de l'Afrique de l'Ouest, ils sont compliqués à mettre en œuvre, mais enfin, de grands traités ont été signés. Et vous avez par exemple 1,5 million de Burkinabés qui travaillent en Côte d'Ivoire. Hein. On n'a pas ça, on n'a pas l'équivalent de ça au Maghreb. Et je pense que une des choses que j'espère un jour, c'est que le Maghreb puisse s'unir, puisse avoir une libre circulation au sein du Maghreb et ça faciliterait la migration interne et ça faciliterait aussi beaucoup le développement de ces trois pays qui est déjà important, mais enfin qui pourrait progresser. Voilà, donc vous voyez, ça c'est des choses un peu inattendues. Je terminerai sur une chose importante, c'est qu'on s'imagine beaucoup, je le vois dans des quantités de rapports, de tribunes, on s'imagine que la migration, c'est le déversement du trop-plein. C'est une image très très présente. Que les pays surféconds, n'est-ce pas, les pays surpeuplés migreraient automatiquement vers les pays les moins peuplés, que l'Europe créerait par son vide une sorte d'appel d'air, que les pays les plus pauvres migreraient nécessairement vers les pays les plus riches. Alors il y a une variante, c'est les pays avec les plus gros problèmes climatiques migreraient vers les pays tempérés. Eh bien, quand on regarde la façon dont se distribue l'immigration à l'échelle du monde, c'est complètement faux. Cette image du déversement, de la pente naturelle, du trop-plein, sont des métaphores très fortes, mais ce n'est pas parce qu'une métaphore est éloquente qu'elle est juste. Et voilà un peu ce que j'observe. Il n'y a pas une mécanique comme ça des migrations. Donc il y a des aspirations, il y a des moyens très inégalement distribués, puis il y a des politiques migratoires qui ont été, mais ça on en parlera peut-être tout à l'heure, hein, je vous parle d'un phénomène très général, et puis il y a l'asile, hein, la demande de refuge, qui est traitée de façon extrêmement inégale d'un pays à l'autre. Mais ce sera une autre prise de parole, je pense. Merci, merci beaucoup. Je vous réinterrogerai tout à l'heure sur la difficulté à faire en sorte que les politiques publiques prennent en compte des faits scientifiques plutôt que des opinions. Voilà. Mais avant de repasser la parole à Chantal Noisette, je voudrais faire un test. Je pars d'un guide qui a été publié par la CIMAD, et c'est le guide des idées préconçues sur les migrations. Et je voudrais poser une ou deux questions à Wael et à Catherine pour voir quelle perception ils ont de la migration. Est-ce que vous diriez donc le pourcentage de personnes réfugiées dans le monde qui sont accueillies dans des pays pauvres ou en voie de développement, est-ce que vous diriez que c'est
50%, 70% ou 90%? Ouais, tu en penses quoi? De tous les réfugiés, le Oui. pourcentage des réfugiés qui sont accueillis dans des pays pauvres, des pays en voie de développement, plutôt que dans des pays riches, est-ce que tu dirais que ce pourcentage est de 50%, de 70% ou de 90%? Moi, je dirais qu'on a un spécialiste, donc je ne répondrai pas avec des chiffres, mais je dirais que vu l'expérience syrienne, j'ai tendance à dire que oui, vu que les réfugiés arrivent déjà dans des pays voisins et ils restent parfois très longtemps. Donc, je dis que dans la durée, après que les pays les plus touchés dans le sud, par exemple, là, moi, je fais la comparaison avec ce qui se passe en Syrie, où le nombre plus important d'émigrés reste en Turquie, au Liban surtout, en Jordanie, un petit pourcentage en Irak, c'est dans des pays voisins, donc c'est pas en Europe que le plus grand nombre. Donc je vais dire que oui, le pourcentage le plus important, ça reste assez longtemps dans les pays en voie de développement ou les moins développés. Mais je dirais pas Tout à de fait. combien de pourcentage. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec Wael. En fait, nous dit la CIMAD, le bon chiffre, c'est 90%. 90% des réfugiés dans le monde sont réfugiés dans des pays pauvres ou en voie de développement. Voilà. Chantal Noisette, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre travail à Mulhouse? Quelles sont les personnes à qui vous offrez vos services? Quel type de problèmes ils rencontrent et quel est finalement votre travail au quotidien? À quoi ça ressemble? Oui. Alors, à Mulhouse, nous sommes une équipe de 10-12 personnes à peu près, bénévoles donc. D'ailleurs, nous avons accueilli ces dernières années plusieurs nouveaux bénévoles et nous avons encore des demandes, ce qui est très, très encourageant et réconfortant. Et alors bon, c'est une équipe qui se modifie aussi parce que par exemple les jeunes souvent ne restent pas très longtemps, ils trouvent du travail ou ils vont vivre ailleurs, mais quand même c'est bien. Et alors essentiellement nous avons tout l'essentiel de notre travail, c'est quand même la permanence juridique du jeudi. Tous les jeudis, dans les locaux de Terre Nouvelle, la paroisse protestante qui nous héberge généreusement, nous accueillons, nous écoutons, nous renseignons, nous conseillons, nous accompagnons dans leur démarche tous ceux qui nous sollicitent, qui viennent nous rencontrer. Les situations sont extrêmement diverses et il est rare souvent ils ne rentrent pas bien dans les cases prévues. Donc, il nous faut d'abord débrouiller leur histoire pour bien comprendre leur situation. Alors, à partir de là, si nous voyons à quel type de régularisation ils pourraient prétendre, nous leur fournissons le dossier à remplir, la liste des pièces à fournir, on fait des photocopies, on vérifie le dossier, ce qui prend souvent beaucoup de temps, donc à plusieurs rendez-vous ultérieurs. Nous rédigeons aussi des lettres diverses pour accompagner les dossiers, des lettres de demande, des lettres de relance pour les personnes qui n'ont pas de réponse, par exemple. Nous prenons des rendez-vous pour eux par Internet, des rendez-vous à la préfecture, essentiellement pour ceux qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Et puis, bien sûr, nous ne faisons pas tout nous-mêmes, même si nous avons donc une formation juridique assurée par des juristes salariés de la CIMAD. Et ça, c'est aussi une partie de notre engagement. Nous suivons des formations régulières. Le droit des étrangers est extrêmement complexe et extrêmement fluctuant. Il y a sans cesse de nouvelles lois, donc c'est assez compliqué. Mais nous sommes aussi en lien avec des avocates surtout d'ailleurs à Strasbourg que nous pouvons appeler quand il y a une action en justice
par exemple un recours contre une obligation de quitter le territoire français. Donc ces avocates sont bien formées dans le droit des étrangers, partagent nos convictions et défendent très efficacement les personnes dont ils ou elles acceptent de prendre les dossiers. Nous avons aussi deux d'entre nous qui interviennent à la prison de Mulhouse parce que donc la CIMAD a toujours accompagné les personnes enfermées en particulier, et donc là en liaison avec le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, elle voit les prisonniers pour préparer la sortie éventuellement pour un renouvellement de titre de séjour ou toutes sortes de situations compliquées pour les prisonniers étrangers. Donc, et puis nous participons à des manifestations avec d'autres associations, et oui, nous sommes aussi en lien avec les différentes associations de Mulhouse, en particulier les associations caritatives vers lesquelles nous orientons les personnes qui sont sans ressources, sans hébergement, ce qui est souvent très compliqué, en particulier pour le logement. Et puis une autre partie de notre action, c'est la sensibilisation, en particulier auprès des jeunes, avec différents partenaires, par exemple la filature, dans le cadre du dispositif La filature au collège. Il y a 2 ans, nous avons travaillé ensemble dans différentes classes de collège autour du spectacle de Paul Schirk, qui présentait le travail de bénévoles de la CIMAD en particulier dans la vallée de la Rouya, entre l'Italie et la France, auprès de tous ceux qui essayent de passer cette frontière. Et beaucoup dans les lycées et collèges de Mulhouse et des environs, où nous intervenons à la demande de documentalistes ou de professeurs, soit dans le cadre du programme, par exemple le programme de 4e parle des migrations, programme d'histoire-géographie, soit dans le cadre souvent d'un projet précis mené par une classe. Et ça, c'est toujours très, très intéressant. Nous le faisons souvent avec un jeu de la CIMAD qui s'intitule Parcours de migrants, qui est en fait un jeu de rôle où les participants incarnent un personnage de migrant qu'ils suivent pendant tout son parcours migratoire et la première année de son séjour en France. Donc, ça permet de faire passer beaucoup d'informations, ça suscite des questions, des réflexions, des réactions quelquefois très fortes. Et bon, je suis particulièrement impliquée dans ces actions de sensibilisation avec une collègue qui, comme moi, est un ancien professeur. Donc, nous avons toujours plaisir à retrouver des adolescents. Et là, nous avons vraiment l'impression de travailler pour l'avenir, quoi. Donc, c'est une partie très stimulante de notre travail. Alors, autrement, je ne voudrais pas mobiliser plus longtemps la parole. Est-ce que je précise un peu quel type de personnes nous voyons, ou on le verra plus tard, peut-être? Peut-être un peu plus tard, on va y revenir. Là, je voudrais rebondir sur une chose, parce que vous avez ouvert un sujet intéressant, c'est-à-dire on voit que les théâtres comme institution, en tout cas la filature, s'engagent sur des thématiques sociétales comme les migrations. Et moi, je voudrais poser la question aux 2 metteurs en scène. Quel est votre rapport, enfin en tant qu'artiste, à l'engagement sur des questions sociétales comme les migrations? En quoi elles vous influencent dans vos créations? Est-ce que vous sentez une responsabilité? Je ne parle pas nécessairement de ce thème des migrations, même si c'est le thème de la soirée, mais déjà d'une manière plus générale, engagement et création. Voilà, comment vous vous situez sur ça? Peut-être Catherine. Alors pour moi, ça va absolument de pair, en fait. Je ne conçois pas de création sans engagement. L'acte de porter une parole au devant de la scène et de la confronter à un public est un acte politique. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément revendicatif. On n'est pas journaliste, on n'est pas politique. Mais c'est énorme de dire, de porter une parole.
pour moi, elle ne peut être qu'engagée, et c'est là notre rôle de citoyen. Pour moi, l'artiste, il est citoyen, il fait partie de la société, et il se fait le miroir de la société. Il propose justement aux politiques d'être ce miroir-là. C'est en ce sens que politique et artistes devraient pouvoir travailler ensemble dans la reconnaissance du rôle de chacun. Pour moi, l'artiste m'intéresse à cet endroit-là, oui, effectivement. Donc, D'accord, merci. Et qu'est-ce que tu dirais, Wael, de ton rapport à l'engagement? La question de la responsabilité, peut-être, la responsabilité politique de l'artiste, peut-être que ça peut te parler plus, dit comme ça, je ne sais pas. Moi, en fait, je vais essayer de le dire autrement. En fait, moi, je suis dans une position particulière. Je suis pas citoyen français, par exemple. Donc, moi, je commence à m'interroger à partir de cette position particulière et de mon rapport à le théâtre que je fais est un théâtre politique. C'est un théâtre politique justement parce qu'il s'interroge sur à partir d'où je parle, à partir de quelle position je fais mon travail, etc. Engagé dans ce sens-là. Il est initialement il est profondément politique. C'est un type particulier de théâtre. C'est un théâtre de commentaire. C'est un héritage. Il a des etc. Il s'inscrit dans une certaine histoire de genre artistique, etc. Que nous, on est en train de faire ce théâtre à partir d'une position particulière, on est en train de découvrir au fur et à mesure. C'est-à-dire, il y a en 2012, j'étais étudiant à l'université. Je suis en train de découvrir ce que ça veut dire de faire de théâtre en France en tant que Syrien. Et je suis en train de le découvrir avec les gens, avec le travail qui sont aussi, mais peut-être autrement, d'origine syrienne ou des Syriens, mais qui sont devenus réfugiés au cours de ces années. Donc, on est en train de vivre cette situation. Et pour pouvoir faire le théâtre qu'on fait, cette position nous aide à s'interroger sur. On est obligé d'aborder cette question politique à partir de notre position. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est clair. Si je peux me permettre pour rebondir sur ce que dit Wael, pour moi, quand je dis qu'en tant qu'artiste, nous sommes citoyens, c'est citoyens du monde. C'est Oui. pas forcément un citoyen français. Et que justement, nous devons, en tant que citoyens du monde, de construire les ponts qui permettent de franchir les frontières. Que notre rôle, il est là. Et que la différence entre l'artiste et le politique ou le journaliste, c'est que nous sommes quand même à l'endroit de l'émotion. De l'émotion, pas au sens où elle se déverse, où elle est pathétique, mais où c'est par l'émotion qu'on invite les gens à réfléchir. Je pense que quelqu'un qui ne se sent pas forcément concerné par une problématique, si on arrive à l'amener à l'endroit de l'empathie par rapport à une situation, c'est ce qu'on appelle la catharsis en fait aussi, c'est partager ensemble une émotion qui fait qu'on fait partie d'une même société, d'une même communauté et qui nous amène ensemble à réfléchir. C'est en ce sens que le théâtre est politique. Souvent, quand on dit qu'on est engagé ou politique, on a l'impression que l'artiste va être donneur de leçons ou un peu sérieux ou un peu chiant, disons les choses comme ils sont, alors que le rire est politique, d'accord? Toute émotion est politique. À partir du moment où on partage une émotion ensemble et qu'elle mène à une réflexion commune parce qu'on a été touché par quelque chose en commun, c'est cet acte-là qu'il devient politique. Merci. Est-ce que tu voulais encore rajouter quelque chose, Wael, ou on continue et on revient après Non, c'est ce que la particularité de cette position, donc, qui redéfinit l'engagement pour nous en fait. Une partie par exemple, dans ce qu'on fait nous, si tu veux, il faut problématiser la rencontre avec le public.
Vous voyez, dans notre cas, par exemple, je sais que l'image de la Syrie, de ce que c'est en Syrie, etc., juste pour donner une image qui est reconnaissable pour tout le monde, il a changé énormément entre 2011 et aujourd'hui. Donc, ouais. Et ça, par exemple, les gens qui vont voir un spectacle syrien ou un spectacle théâtre, etc. Donc, rien que de penser à ce moment-ci, là, on se met, nous, à penser que c'est quoi cette rencontre, parce que le théâtre est un événement social, il y a des gens venir nous voir à Mulhouse, par exemple, le soir, et ils ont, par exemple, je n'ai pas le minimum nécessaire pour imaginer un point de réception. Puisque la guerre est en cours et puisque l'image pour dominant sur ce que c'est la guerre en Syrie est en cours de changement aussi. Donc on est obligé, ça ne veut pas dire que, mais on est obligé de problématiser cette rencontre avec le public. Voilà d'où on vient, etc. Et de jouer avec ça pour permettre ce partage d'expérience. Voilà. C'est juste une petite nuance. Hein. Merci. Je reviens à vous, François Héran. Vous avez écrit un article dans Le Monde en septembre 2019 où vous écriviez notamment « Il est temps que nos dirigeants tiennent sur l'immigration une parole de raison plutôt qu'un discours de peur. » Et effectivement, comment ne pas adhérer à ça? Et en même temps, il y a quand même un problème récurrent dans nos démocraties de politiques publiques qui ne sont pas informées par les faits scientifiques. Si on regarde par exemple ce qui se passe sur le changement climatique, ça fait quand même quelque temps que les scientifiques du GIEC tirent la sonnette d'alarme et qu'on n'a pas de politiques qui sont à la hauteur de l'urgence sur ce plan. Mais je pourrais citer d'autres domaines où la chose se reproduit. Alors, comment est-ce qu'on sort de ça? Comment est-ce qu'on fait qu'on ait des politiques publiques qui soient, voilà, qui soient moins soumises à l'opinion, aux peurs et plus aux faits, quoi, aux faits scientifiques. Et je rajoute une question. Est-ce que vous ne devriez pas parler directement aux citoyens, peut-être? Voilà, c'est juste une idée que je lance comme ça. Parler aux citoyens, je le fais beaucoup. Hein. Par exemple, j'ai écrit une lettre sur la liberté d'expression, la laïcité, etc. Récemment dans le site de la Vie des idées, qui a eu 200 000 lecteurs. Donc, ça touche quand même beaucoup de monde. Mais je dirais que, bon, d'abord, avant le Covid, je faisais beaucoup de tournées. J'ai eu l'occasion maintes fois d'aller en région m'exprimer devant des collectifs d'associations. Je l'ai fait à Strasbourg, par exemple, l'an dernier. Je ne peux pas aller dans tous les lieux où il y a une association locale, etc. Je dis, écoutez, s'il y a un collectif d'associations qui m'invite, vraiment, j'accepte très volontiers. Et j'ai beaucoup voyagé en région pour faire participer à donner des conférences ou participer à des tables rondes, et notamment avec la CIMAD, bien sûr. Mais j'ai aussi essayé, je ne sais pas si vous en souvenez, parce que les nouvelles s'écrasent un peu les unes les autres, mais en septembre, octobre 2019, il y avait eu toute cette idée, mais la France a beaucoup trop attractif pour les migrants, on verse un pécule pour les demandeurs d'asile, qui en réalité est dérisoire. Bon, on a le droit du sol qui attire, on a l'AME, l'aide médicale d'État, on a, etc., etc. Et donc, on était en train, dans le discours public, de dire il faut absolument qu'on réforme tout ça, nous sommes beaucoup trop attractifs, nous recevons beaucoup trop de demandes d'immigrés, nous sommes le premier pays d'Europe qui accueille des demandes d'asile, etc., etc. Bon. Et là, j'ai écrit, enfin, j'ai fait des choses pour essayer de rétablir un peu les ordres de grandeur. Non, nous ne sommes pas spécialement attractifs, nous sommes dans une assez médiocre moyenne européenne, et pendant toute la crise en 2015, 2016, 2017, nous étions très très en dessous de ce que faisait l'Allemagne, de ce qu'ont fait la Suède, de ce qu'a fait même l'Italie avant Salvini, etc. Et donc, j'ai essayé d'expliquer à un certain nombre de députés et d'hommes politiques que quand on prend la peine de regarder le nombre
de demandeurs d'asile qu'on enregistre chaque année, et puis le nombre de décisions positives qu'on rend chaque année, et qu'on regarde ça par million d'habitants, par million de Français, ben, en réalité, on est dans une très médiocre moyenne. On était au 15e rang européen dans les années 2015, 2016, 2017. Alors, j'ai eu l'occasion de m'exprimer à 3 reprises devant des parlementaires, et au total, si je fais la somme de tous les parlementaires qui m'ont écouté, à qui j'ai distribué mes données, qui m'ont posé des questions, ben une soixantaine quand même de parlementaires à l'automne. Et par rapport aux réformes un peu tonitruantes qu'on a voulu établir lors de, vous savez, qui a débouché sur ce débat sur l'immigration en janvier 2020, il y a eu quand même pas mal de recul sur toutes ces questions-là, et je pense que moi-même et quelques autres collègues, on a joué un rôle pour dégonfler un certain nombre de ballons de baudruche. Je pense que, je vous assure que ce qui est très intéressant, c'est que tous les partis politiques, peut-être pas le Rassemblement national, mais tous les partis politiques sont divisés sur la question de l'immigration, que ce soit au sein de la République en marche, mais même au sein du PS, etc. Et on l'a vu lors du débat qui normalement devrait se tenir maintenant chaque année, enfin bon, lors du débat sur l'immigration en janvier, finalement chaque parti s'est réparti entre plusieurs porte-paroles, et on avait parfois pour un même parti des porte-paroles qui avaient un discours très humanitaire et d'autres un discours très sécuritaire. Donc les partis sont divisés, et plus ils sont divisés, plus les fractions de ces partis font appel aux chercheurs pour essayer un peu de rassembler des données et évidemment de les utiliser contre les fractions adverses. Donc voilà, moi j'ai un peu profité de ça. Je pense que, par exemple, sur la question des quotas de travailleurs, qui avait été une grande idée, qui était l'ancien mouvement, vous vous souvenez, Édouard Philippe disant « j'ai pas peur de parler de quotas à l'Assemblée nationale ». Mais finalement, cette idée a été complètement abandonnée parce que j'ai notamment expliqué à un certain nombre de députés que les quotas ne marchent pas en France, que le modèle canadien n'a strictement rien à voir avec le nôtre, et les Canadiens ont des quotas non pas pour réduire la migration de travail, mais pour l'augmenter. Donc c'est totalement différent. Donc voilà, mon action, elle est limitée, c'est un travail permanent, il faut sans cesse répéter les mêmes choses, il faut accumuler des données, il faut les tenir à jour. Voilà, mais c'est vrai que par rapport à un essayiste comme Zemmour qui publie un best-seller à 200 000 exemplaires, mon action est sans doute très limitée. Moi, je pense que, je voulais le dire là, je pense que le travail fait par la CIMAD, par le GISTI, est absolument fondamental. C'est-à-dire qu'il est clair qu'on n'aurait pas tous les titres de séjour qu'on a chaque année actuellement en France s'il n'y avait pas ces associations pour guider les migrants dans le labyrinthe incroyable, puisqu'on a tous les 15 mois ou 16 mois une loi, que les gens qui sont derrière les guichets, qui sont censés traiter tout ça, ont eux-mêmes du mal à dominer les choses. Et j'ai le souvenir, mais Chantal Noisette me dira si je me trompe ou pas, mais qu'à partir de 2015, les grandes vagues migratoires qui sont arrivées ont déclenché un sursaut d'adhésion à la CIMAD. Je me souviens que certaines sections départementales étaient un peu en déclin et pensaient à se regrouper entre plusieurs départements. Et finalement, il y a eu un afflux d'adhésion. Mais si je comprends bien, des problèmes que vous l'avez évoqué, c'est qu'il faut au moins 1 an pour former un militant qui soit capable de maîtriser tous les aspects juridiques et de pouvoir défendre un dossier. Enfin, vous avez évoqué la complexité incroyable de ces dossiers. Et donc, je voulais savoir si vous avez vous-même des problèmes de formation avec les jeunes adhérents. La rotation des adhérents, ça vous oblige à avoir, alors là mon image s'éteint, mais je ne sais pas si c'est peut-être pas grave. Est-ce que ça vous oblige à un travail, voilà, comment vous arrivez à faire face à cette difficulté qui est au fond que l'État vous demande un peu de travailler à votre place, à sa place, quoi. L'État se défausse un peu sur les associations et en même temps ne les aide pas beaucoup. Merci François Héran. Alors il semble que malheureusement on ait perdu Chantal Noisette qui ne serait plus en ligne avec nous. Moi je vous entends très mal, je n'ai plus que ma propre image visible. Oui, est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Très faiblement,
très très faiblement. Ah, donc là, nous avons Je vais augmenter le son chez moi, mais il est presque au fond. Effectivement, il n'y a plus que nos deux images à l'écran. Il n'y a plus que nos deux images à l'écran. Donc il y a un petit problème technique. Je ne sais pas s'il va pouvoir être résolu. Donc, vous savez quoi, je vais partir et venir. Est-ce que vous m'entendez là très faiblement, vous dites? Je vous entends, mais très faiblement. Oh, Ah oui, d'accord. moi aussi. Écoutez, non, mais effectivement, visiblement, il y a un problème. Nous avons perdu Wael Ali, nous avons perdu Chantal Noisette. Et je ne sais... Wadah, moi je vous entends, Oui. mais très loin. J'entends très bien Wael. Ah, ça y est. Ah ben voilà, ça y est. Ça y est, Ah, ça y est. c'est revenu. Parfait. C'est en train de redémarrer à Paris. Mais vous nous entendez, Chantal Noisette? Oui, 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 je vous entends, je vous vois maintenant. Tout est bon. Est-ce que vous avez entendu l'intervention de François Héran qui vous posait une question à la fin, ou est-ce que je répète la question? Non, je n'ai pas entendu du tout. Et là, je Alors, ne vois plus. ce que je vous demandais, c'était l'afflux des nouveaux adhérents, Oui. adhérents qui étaient très sensibles dans un certain nombre de délégations départementales de la CIMAD. J'ai rencontré des responsables qui me disaient, mais on a du mal à tous les former parce qu'il faut au moins 1 an pour former un militant qui soit capable de tenir un dossier, de le présenter. Vous avez la même expérience? Oui, c'est-à-dire, nous travaillons vraiment beaucoup ensemble. Les nouveaux qui se présentent, nous leur proposons d'assister à nos permanences et ils sont en binôme avec nous. Donc, petit à petit, ils se forment ainsi en général. Et puis bon, certains se spécialisent un petit peu dans l'accueil des personnes, par exemple, qui ne demandent pas de suivre complètement les dossiers, ou bien ou travailler dans la sensibilisation. Il y a quand même des possibilités diverses. Mais nous sommes effectivement à des niveaux différents de Zut. Oui, je pense que nous avons... Bon, nous avons eu le début de réponse de Chantal Noisette et nous l'avons à nouveau perdu. Est-ce que tu es avec nous, Wael? Oui, oui, je t'entends. D'accord. Non, il y avait... Alors, on va continuer. Il y avait une question que je voulais poser à Chantal. Donc, elle expliquait qu'ils font des jeux de rôle en milieu scolaire pour sensibiliser les collégiens, les lycéens au parcours et aux situations que vivent les migrants. Mais je voulais lui demander s'il leur arrive de travailler avec des migrants théâtralement. Enfin, si les migrants, dans les difficultés dans lesquelles ils sont, certains d'entre eux trouvent un intérêt pour une expérience théâtrale. Mais peut-être que Catherine... Vous pouvez nous dire un mot là-dessus. Après, c'est difficile de généraliser là-dessus. Oui. Je sais qu'à Paris, moi j'ai des amis, collègues ou metteurs en scène qui se mobilisent et qui donnent des ateliers dans des associations qui accueillent notamment des migrants isolés. Il y en a qui en ont besoin, à qui ça fait du bien, d'autres qui au contraire ont besoin de silence, de temps, de paix. Enfin, chacun, le migrant en soi n'existe pas. Le migrant est un être humain comme vous et moi, et chacun a besoin de choses différentes. Heureusement, la richesse d'associations comme celle de Chantal et comme d'autres, c'est d'avoir suffisamment de gens et de gens différents
qui du coup peuvent accompagner de façon différente. Parce que, enfin, de l'expérience que j'en ai moi et qui est certainement, enfin, qui est bien moins importante que celle de Chantal, mais chacun, effectivement, c'est des parcours individuels et l'accompagnement de ces problématiques demande le temps de rencontrer les gens, de les écouter et de trouver ce dont les uns et les autres ont besoin. Et effectivement, la loi, les systèmes d'accueil sont très... c'est des cases, il faut rentrer dans les cases, il faut... Et parfois, l'humain, il faut le guider jusqu'à cette case-là et ça prend du temps. Quand j'avais l'occasion de m'entretenir à Reims avec une psychologue qui accompagnait bénévolement aussi des migrants isolés pour ceux qui en avaient besoin et qui disait le problème, par exemple, c'est que pour remplir un dossier OFPRA, la personne a 21 jours et doit donner le plus de détails possible. Or, psychologiquement, le chemin même de la reconstruction, c'est le silence et le temps. Et qu'il faut être à l'écoute de ce temps-là. Et que souvent, quand les souvenirs reviennent, il y a ce qu'on appelle la pensée magique qui se met en place et qui est que entre ce qui s'est vraiment passé et le souvenir qu'on en a, pour pouvoir l'accepter des fois, le surmonter certains traumatismes, des fois, le souvenir n'est pas réel. D'accord ? Je me rappelle par exemple d'une petite fille qui disait à Lampedusa et qui disait que pour rejoindre le continent, c'est des ours qui étaient venus la chercher. Bon, il n'y a pas du tout d'ours. Et elle était persuadée de ça. Et la psychologue qui écoutait la petite fille disait qu'elle a le droit de penser ça, qu'avec le temps, elle se réappropriera son voyage, son histoire, voilà. Et que donc, des fois, entre ce que demande l'État pour valider un dossier et la réalité des gens où la temporalité est autre, c'est là où ça coince. Et c'est là où ces associations et où les artistes, des fois, via les ateliers de théâtre ou d'écriture ou quoi, peuvent réconcilier l'image de soi déjà, peut-être. Et voilà. Je ne vais pas finir cette phrase que je ne sais pas comment terminer, mais vous m'avez compris. Merci. Merci beaucoup. Je racontais hier à François Héran qu'avec Blandine Savetier, on avait eu une commande du Festival d'Avignon de monter une adaptation de l'Odyssée d'Homère en 13 épisodes. Un spectacle feuilleton et qu'on l'avait fait entre autres, donc il y avait des acteurs professionnels, mais entre autres il y avait des migrants qui étaient volontaires et qui avaient le désir de faire cette expérience. Et on a fait des choses étonnantes, notamment il y en avait des Maliens. On a traduit des extraits de l'Odyssée d'Homère en bambara et ils ont participé au spectacle et ils les ont dit dans leur langue. Voilà, c'était une belle expérience. Et je pense que pour eux aussi, ça a été une expérience très forte d'être entré dans ça et d'avoir eu l'occasion de dire ce texte devant le public du Festival d'Avignon. Alors, est-ce que tu veux dire quelque chose, Wael, sur cette question? Sur le travail avec des immigrés ou des migrants? Oui, oui. Sinon, je vais passer à autre chose. Non, moi, en fait, c'est ce que je fais dans des pareil, ça, c'est mon milieu, c'est mes amis, quoi. Mais on ne travaille pas. Moi, j'ai jamais, par exemple, travaillé avec des gens immédiatement touchés par. C'était toujours, il y avait la question d'essayer de créer des distances. Donc là, maintenant, je suis en train de travailler avec que je rencontre dans des contextes comme ça, mais je travaille à long terme. C'est un très long entretien, c'est pour courser l'année, on revient l'année prochaine.
c'est plutôt dans ce genre-là et toujours dans en essayant de créer une distance. Hein. C'est pas dans l'immédiateté de questions sur l'immigration, etc. Ça me paraît difficile pour moi personnellement de le faire. C'est juste ça. Je comprends très bien. Merci. Alors, je voudrais, avant de passer la parole à des questions du public, s'il y en a, hein, donc on va se prendre 5 minutes peut-être pour terminer sur la question de l'intégration et de l'identité. Je pars d'un écrit que j'ai vu dans vos cours, François Héran, où vous expliquez que le politique sera beaucoup plus efficace s'il se concentre sur des problèmes qu'il sera capable de résoudre. Il y a la question de l'intégration, notamment de l'intégration de la seconde génération, et là vous expliquez notamment que la seconde génération a un taux de chômage plus élevé que la première, donc voilà un problème concret pour le politique. Et après, vous ouvrez également la question de intégration-assimilation. Et on peut ajouter d'autres choses, le syncrétisme, la double intégration, le fait qu'on peut vivre dans 2 nationalités à la fois, notamment si on est né d'un couple mixte. Et j'ajouterais, même si on n'est pas né d'un couple mixte, bon, j'en sais quelque chose. Donc, peut-être pouvez-vous commencer à en parler, puis chacun donnera son point de vue sur cette question de finalement qu'est-ce que c'est notre attachement à un pays, à la France, à 2 pays, voilà. Écoutez, moi je crois qu'il y a plusieurs voies, hein, pour utiliser un langage évangélique. Il y a plusieurs façons d'entrer dans la maison du Père, quoi. Et je trouve que la doctrine actuelle consistant à tracer une espèce de chemin linéaire qui serait l'intégration, et puis progressivement l'assimilation, et puis finalement quasiment l'effacement de la culture d'origine, cette injonction d'amener sans cesse des preuves de détachement avec son pays d'origine. Par exemple, les sans-papiers, n'est-ce pas, qui au bout d'un certain temps, après des années, peuvent bénéficier, n'est-ce pas, d'une quelque chose qui est prévu dans la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire que la Convention dit que on ne peut pas, ce serait disproportionné de refuser un titre de séjour à des personnes qui ont accumulé des attaches avec le pays d'accueil. Et donc, du coup, ces sans-papiers, on l'ignore souvent, sont obligés d'accumuler les papiers. Hein. Les sans-papiers passent leur temps à accumuler des papiers, vous le savez très bien, Chantal, et ce sont notamment les fameuses preuves de présence. Il faut prouver que on réside sur place et donc voilà, exhiber des quittances de loyer, des fiches de paie, des fiches de scolarité, etc. Enfin bref, c'est les preuves de présence professionnelle, résidentielle, médicale, etc., etc. Et au bout d'un certain temps, quand on a constitué ces dossiers, alors il faut surtout montrer que cette présence est continue. Et si jamais on a le malheur de révéler dans ce dossier qu'on a encore des attaches avec le pays d'origine, alors évidemment, le plus épouvantable, c'est d'avoir encore un enfant au pays d'origine, ou d'avoir même des frères et sœurs parfois qui vivent au pays d'origine. Ça a été utilisé parfois contre les dossiers. Et bien à ce moment-là, on prouve qu'on n'a pas d'attache exclusive avec la France. Donc, alors que tous les chercheurs, par ailleurs, eux insistent au contraire sur l'intégration transnationale, la capacité d'avoir des liens avec plusieurs pays à la fois, d'être à la fois d'ici et d'ailleurs, avec des très grandes variantes. Donc, nous avons, et ce sont des commissions qui décident si oui ou non le dossier est convaincant, puis ensuite il y a le préfet qui a sa liberté d'appréciation, n'est-ce pas, très discrétionnaire et parfois même franchement arbitraire, qui varie d'une préfecture à l'autre. Et ça, c'est le quotidien qu'affrontent les associations, d'affronter cet arbitraire. Eh bien non, moi je pense qu'il y a plusieurs voies et plusieurs façons. Il y a des migrants qui ont envie de s'assimiler, c'est vrai. Il y a ceux qui veulent simplement s'intégrer, il y a ceux qui veulent simplement une insertion économique parce qu'ils veulent faire des affaires entre 2 ou 3 pays. Et pourquoi pas? Il y a en fait bien des façons de se sentir citoyen du pays d'accueil.
Et là, notre doctrine officielle, elle est très, très exclusive. Hein, elle est très, donc je pense que... Et alors, ce qui est terrible, c'est que vous avez parfois des personnes, je sais pas, je pense quelqu'un comme Malika Soral, vous avez des gens qui ont réalisé un parcours d'assimilation, qui écrivent des bouquins pour expliquer, ben, mon parcours est exemplaire, vous n'avez qu'à suivre ma voie, c'est celle qui doit être suivie par tout le monde. Non, je pense qu'il y a un pluralisme, une pluralité. Et je pense aussi que on exagère beaucoup le lien vertical, la verticalité du lien avec l'État, comme si la citoyenneté devait être la principale source du lien social. Ben non, le lien social dépend aussi de quantité de relations horizontales, de relations avec toutes sortes de milieux, de relations professionnelles, amicales, de voisinage, etc. Et bien, les activités artistiques, évidemment, sont une des façons de s'intégrer. Et donc, on a une vision qui est vraiment très centralisée, c'est un peu les excès du républicanisme, hein, une vision qui finalement retarde l'intégration au lieu de la facilité. Alors l'intégration au sens large du terme, toutes les formes d'insertion possibles et imaginables. J'observe d'ailleurs que dans des pays anglo-saxons, integration, assimilation sont employés de façon interchangeable. Il n'y a pas cette querelle théologique qui existe chez nous pour opposer, n'est-ce pas, l'intégration à l'assimilation. L'idée que l'assimilation serait une version voilà, pure et dure, n'est-ce pas, d'une simple... Donc je pense qu'on manque de pluralisme. On est beaucoup trop doctrinaire, beaucoup trop dogmatique, et que c'est très très lié au rôle totalement exagéré qu'on accorde à l'État comme fondateur de l'identité. Oui, probablement, effectivement, à notre histoire, quelque chose dans notre histoire fait que toute expression de la diversité est perçue comme une menace pour l'unité de la République. Enfin, il y a quelque chose de fort. Ces conséquences très graves, c'est que quand même nous ne faisons pas grand-chose pour lutter contre les discriminations. Les discriminations, moi je désespère d'entendre un discours psychologique de la part d'un président de la République, d'un ministre, nous disant clairement, mais ce que c'est que la discrimination? Ce n'est pas simplement une inégalité de traitement, quelque chose comme ça, non. C'est lorsque deux personnes ayant les mêmes compétences, au même âge, ayant des parcours, par exemple, professionnels absolument identiques, etc., eh bien, n'ont pas les mêmes chances d'obtenir un entretien d'embauche, n'ont pas les mêmes chances d'obtenir un logement, etc., simplement parce que l'un a un patronyme qui accuse une origine du Sud, etc. Donc, eh bien, ces choses-là, ces situations de discrimination, elles sont mesurées de façon extrêmement précise, très forte. On a maintenant, dans les enquêtes de l'INSEE, dans la grande enquête emploi de l'INSEE, 100 000 personnes interrogées chaque année. On a le pays de naissance, le pays d'origine, on a le pays de naissance, la nationalité d'origine des parents, et on a mesuré depuis maintenant une vingtaine d'années à peu près, presque, que les discriminations sont très importantes. Il y a les discriminations selon l'origine, on a même mesuré la discrimination proprement religieuse. Vous savez, il y a un extraordinaire testing qui a été fait par l'Institut Montaigne. On prend 6 personnes, 6 CV, c'est des CV fictifs, mais ils sont envoyés à des milliers d'employeurs qui, eux, sont réels. Et ces CV, ils s'appellent tous Haddad, ils sont tous nés au Liban, ils ont tous migré en France très jeunes, ils ont acquis la nationalité française, ils ont un parcours professionnel absolument identique, ils ont les mêmes diplômes, ils postulent dans le même secteur. Mais voilà, on fait varier les CV et il y en a une qui s'appelle Khadija et l'autre qui s'appelle Marie Haddad ou Khadija Haddad, etc. On introduit dans le CV des petits indices d'appartenance du genre s'occupe de scouts musulmans ou a fait sa scolarité au lycée Saint-Joseph, etc. Et ça change tout. C'est-à-dire que le nombre d'entretiens de candidatures, de dossiers de candidature envoyés quand on a le malheur de s'appeler Mohamed au lieu de Jean-Claude, c'est 5 fois, 6 fois, 7 fois plus. C'est des écarts considérables. Et le facteur religieux s'ajoute
à l'origine. Il y a bel et bien une islamophobie. Moi, je suis absolument consterné quand je vois des intellectuels parisiens dans le confort de leur bureau qui décrètent si l'islamophobie existe ou n'existe pas, mais tout existe. Évidemment, l'islamophobie existe, l'antisémitisme existe, il y a même un racisme anti-blanc, ça peut exister, mais enfin, ça affecte pas beaucoup les trajectoires des gens, alors que l'islamophobie, ça affecte considérablement les chances des personnes. Et là, ça fait partie un peu de notre travail en lien avec les associations, d'établir de vrais protocoles de recherche qui établissent tout ça hein, et qui secouent les politiques. Mais franchement, en ce moment, moi, je vois pas grand-chose dans la sphère politique qui se fasse sur contre la discrimination. Jacques Toubon a mené des efforts considérables. Il a lui aussi lancé des testings et des enquêtes qui ont démontré l'ampleur des discriminations. On a eu, prenez par exemple les interpellations en faciès, quand même extraordinaire. Une grande enquête en 2008 a démontré son importance dans les grands lieux publics de Paris. La Cour de cassation, en 2016, a émis 3 jugements disant que l'interpellation en faciès sans raison de sécurité était une faute lourde qui engageait la responsabilité de l'État. C'est quand même une formule forte. L'Union européenne a dit à la France, bon alors, qu'est-ce que vous faites? Et puis, eh bien, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Donc, on est là, dans le débat public, on est vraiment dans une situation assez dramatique. Je pense qu'un des grands dossiers à venir, c'est pas les incantations sur la discrimination, c'est de lancer vraiment des actions là-dessus. Et je termine juste en disant que les 2 solutions qui avaient été envisagées pour lutter contre les interpellations en faciès, qui sont les caméras embarquées, ça a été refusé par les syndicats de police, et le récépissé, ça a été refusé par les députés socialistes à l'époque d'Emmanuel Valls. Donc les 2 seules solutions un peu pratiques qui avaient été envisagées ont été écartées et donc rien ne se fait dans ce domaine. Voilà par exemple un domaine où vraiment il faudrait pouvoir agir davantage et où j'interpelle, comme je le peux, les politiques. Alors, on me fait signe qu'il faut maintenant qu'on prenne les questions du public, c'est ça? Il y a aucune contrainte, mais il y a une question d'un internaute qui rentre directement dans la prolongation des propos de François Héran à l'instant. D'accord. Je vous la livre. Est-ce que vous entendez? Pardon. Est-ce que tout le monde entend la question? Oui, très bien. Allez-y. OK. Donc je vous la livre. Quelle analyse faites-vous du fait qu'il est compliqué en France d'apprendre l'arabe à l'école, alors qu'il est désormais facile d'apprendre certaines langues orientales? Cela n'a-t-il pas un impact fort sur la structuration d'identité des émigrés, notamment de ceux des générations qui suivent? Alors, je fais partie, figurez-vous, des gens qui, au lycée, avaient appris l'arabe. Au lycée Kléber à Strasbourg, il y avait un Tunisien qui était un professeur volant, il était 5 ou 6 à apprendre l'arabe. Donc, j'ai fait de l'arabe pendant plusieurs années au lycée Kléber à Strasbourg. Et bon, je ne l'ai pas entretenu autant que j'aurais dû. Mais oui, c'était une formidable ouverture, évidemment. Mais c'est important aussi que les élèves qui sont d'origine, originaires de pays arabes, maîtrisent l'arabe classique, par exemple, et puissent, qui est une langue absolument magnifique, enfin, vraiment avec une littérature extraordinaire, la poésie en particulier est prodigieuse. Donc oui, je pense que là, il y a un gâchis formidable à ne pas utiliser les connaissances linguistiques des jeunes, de la même façon que ce serait, là on a compris qu'il fallait faire quelque chose, que les jeunes Alsaciens, dans ma jeunesse, c'était normal qu'on leur apprenne, qu'on utilise leurs compétences linguistiques pour qu'ils apprennent mieux l'allemand, par exemple. Donc, oui, je pense que, enfin, moi, je suis tout à fait en faveur de lever, mais évidemment, dès que vous proposez ça, vous avez 20 intellectuels parisiens qui hurlent à la soumission, etc. Ça, c'est tout le problème. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? Oui, allez-y. On aurait une deuxième question, là plutôt sur le lien avec la création artistique. Dans des pays où la culture est cadenassée, comment vient l'idée, le processus de devenir comédien? Dans des pays où la culture est cadenassée, comment peut-on devenir comédien? Ce serait intéressant d'entendre Wael sur cette question. Comment était l'enseignement du théâtre en Syrie avant que tu ne partes? Oui, cadenassé, c'est de cadenas. Oui, c'est-à-dire la culture cadenassée, la culture sous contrôle de l'État, tu vois? Oui. Voilà. Oui.
C'est bien, juste pour... oui. Non, sur l'image que sous la dictature, les gens sont juste mis, c'est pas vrai. Et il y a plusieurs manières de faire de la micro-résistance, etc., que ce soit dans le champ culturel, artistique, etc., ou dans la vie sociale et autres. C'est des pays assez riches de traditions culturelles, artistiques, de religieuses, etc. C'est très compliqué, des pays comme la Syrie, le Liban, l'Irak, etc. C'est pas, la culture est cadenassée dès qu'on réduit la culture à l'art, par exemple. Là, on pourrait parler beaucoup, par exemple, s'il y a une interdiction d'une pièce ou d'un film, etc., ça concentre beaucoup l'attention. Mais la culture, c'est, si on la conçoit comme quelque chose de beaucoup plus large et on refuse sa réduction à juste au champ artistique, on pourrait voir qu'il y a des mouvements complexes et qu'il y a plusieurs façons de résister et de créer et c'est des pays qui vivent. La preuve que le pays vive des changements latents, c'est que personne n'a prévu qu'il y aurait des révoltes, que les révoltes vont se transformer vont prendre des chemins différents dans des pays différents, ça va tourner à la guerre, etc., etc. Donc, en Syrie, par exemple, il y a des écoles de théâtre, j'allais dire, c'est très diversifié, très riche, avec beaucoup de transformations depuis ce qui me constitue moi, par exemple, personnellement, depuis les années 60-70 jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup de productions culturelles, artistiques et autres. Donc, on vit très bien avec beaucoup de débats et beaucoup de changements et de difficultés, et tout ça. Si je peux me permettre, moi j'entends aussi dans cette question je pense qu'en France, quand on émet le souhait de devenir comédien, c'est aussi avec l'idée qu'on peut en vivre, puisque l'État est très partie prenante encore sur les subventions à la culture, et nous avons l'intermittence du spectacle, système qui n'existe pas dans d'autres pays. Donc, je pense que, je ne sais pas qui pose cette question, mais peut-être il y a cette notion aussi de faire le choix de devenir comédien en tant que métier. Alors que je pense que dans beaucoup dans la plupart des autres pays, je pense que l'engagement de devenir comédien ou artiste, c'est juste un engagement à la prise de parole, et que la notion d'en faire son métier n'existe pas en fait, puisque c'est un peu aléatoire. Est-ce qu'on va en vivre ou pas n'est pas du tout la question. Je pense que la question, dans la plupart des pays, qu'ils soient cadenassés ou pas, c'est la nécessité, en fait, de prendre une parole. Et en France aussi, quand on voit des artistes comme Nadia Vadori, qui depuis les attentats du Bataclan publie tous les jours 1 minute de danse par jour pour résister à ce qui se fait. Enfin, c'est une nécessité qui est née d'elle de danser pour... je ne sais plus quel artiste avait dit chaque jour, c'est Pina Bausch, je crois, qui avait dit chaque jour où on ne danse pas au moins 1 minute est un jour perdu. Voilà. Après, on a l'exemple de ce danseur syrien, justement, qui dansait. Il y a eu un très beau reportage sur Arte il n'y a pas longtemps, qui est allé en Syrie danser sur les ruines de son pays, notamment dans les endroits où il avait perdu lui-même sa famille, comme pour se réconcilier avec ses paysages. Voilà, devenir comédien, devenir artiste dans la plupart, ou je pense, parce que je voudrais lui faire hommage aussi à Fadi Jomar, qui est un poète syrien avec lequel j'ai collaboré sur l'écriture d'un opéra. Fadi, il a été emprisonné pour des poèmes qu'il publiait qu'il récitait sur une radio clandestine, et il me disait qu'il écrivait à la main ses poèmes sur les murs tellement la nécessité, le fait d'écrire lui manquait. Et il n'avait pas de papier, pas de stylo. Et du coup, il écrivait à la main sans que ça laisse de marque. Mais voilà, je pense que faire le choix d'être comédien, faire le choix d'être artiste, que ce soit en France ou ailleurs, mais surtout dans les pays qui sont cadenassés, c'est un besoin plus qu'un choix de métier.
Je peux peut-être apporter aussi un témoignage sur cette question. En 1995, je travaillais au Kazakhstan et Blandine Savetier a fait un premier stage en Russie, à Moscou, juste après la chute de l'Union soviétique. Donc c'était encore un moment où tout le système culturel, artistique sortait du glacis soviétique et donc la culture était contrainte. Et pourtant, la scène théâtrale était d'une vigueur, d'une richesse qui était étonnante. Elle a fait des stages, elle n'était pas la seule, elle était avec un groupe d'acteurs, jeunes metteurs en scène français, chez Anatoly Vassiliev notamment. Et paradoxalement, cette vigueur qui en fait s'était constituée, enfin tout ce théâtre un peu underground, enfin ce que Wael appelle la micro-résistance, qui était extrêmement créatif, qui avait maintenu et recréé l'héritage de Stanislavski, était beaucoup plus riche à cette époque et jusqu'à, je dirais, la fin des années 90 qu'il ne l'est maintenant en Russie. Il y a quelque chose qui s'est perdu avec le basculement de l'Union soviétique vers l'économie ultralibérale. Voilà. Bon, donc c'est assez complexe ces questions-là. Hein, voilà. Oui, je vois que Wael aussi veut. Oui. Ouais. Juste une petite anecdote. Oui, je t'en prie, Wael. Oui. Pour être comédien, enfin, si vous allez décider à 18 ans d'aller faire des études de théâtre à Damas, ça peut être mal vu par les parents, parce qu'il n'y a pas d'avenir, c'est pas des métiers respectables et tout ça. D'un côté, ça n'a rien à voir avec que c'est cadenassé, c'est socialement non acceptable. Et après, quand je suis venu, j'ai entendu des histoires pareilles par des copains ici qui sont français, que aussi, c'était pas aussi évident de choisir d'être comédien ou d'aller faire de théâtre, etc. C'est socialement difficile, etc. Et n'empêche que si vous venez d'un certain milieu social, ça peut être même prestigieux d'aller faire des études de théâtre. C'est d'un milieu classe populaire, classe moyenne, c'est plus difficile à accepter. Mais c'est en France comme en Syrie, hein. On s'affronte à des difficultés sociales, économiques, etc. Pour donc je veux dire, oui, il y a une particularité liée au fait que ça soit un pays, c'est pas pareil, mais on peut faire des comparaisons comme ça. Et pareil pour la résistance en termes. Au bout de 10 ans de guerre en Syrie et tout ça, moi je fais juste gaffe. C'est un peu dans le spectacle qu'on fait. On essaye de faire une sorte de retour critique sur l'idée de rapport entre le politique et l'esthétique. Dans une situation de conflit politique extrême, violent et assez rapide, où on n'a pas assez de distance pour voir et tout ça, revenir sur cette figure de l'artiste résistant, etc. Juste là, on parlait par exemple des rapports Catherine disait que il faut 21 jours raconter son histoire pour remplir le dossier là pour l'entretien avec l'OFRA. Alors, si on prend ce modèle-là, l'entretien avec l'OFRA, vous avez quelqu'un qui est vraiment victime de la guerre, il a pris la mer, etc. Il faut qu'il arrive devant l'officier de protection et qu'il raconte son histoire bien. Et convaincre que je suis vraiment victime. Il est dépossédé de son histoire. J'entends pas François Herrand. Le récit de persécution. Oui. Et donc, si on prend ça comme un modèle de référence, on pourrait faire juste pour pousser les choses plus loin, ce que je fais moi-même avec mes amis immigrés, etc. C'est ce que je fais dans ce spectacle, par exemple. Enfin, je dis à un copain, viens raconter ton histoire. Je le dépossède aussi de son histoire. Si je suis conscient de ce que je suis en train de faire par ma position comme artiste, enfin, artiste entre guillemets,
je peux commencer à comprendre ce mécanisme. Le théâtre permet de comprendre ce mécanisme de dépossession. Parce qu'en général, quand on est dépossédé de chez soi, de son territoire, de son passé proche, de son tenance sociale, etc., et qu'on est obligé de tout recommencer à zéro dans notre pays, on est aussi dépossédé de la possibilité de rendre compte, même de se rendre compte de cette expérience de perte et de dépossession. Et donc, quelque part, commencer à critiquer voir les micro-résistances et les résistances dans une perspective plus large qui concerne vraiment les artistes comme citoyens qui participent de critique par rapport à de comprendre leur rapport aux mouvements sociaux, à un certain milieu social, etc., etc. Ça rendrait l'art plus résistant. Ça permettrait à l'art de mieux ouvrir face pour des expériences assez difficiles à saisir pour qu'ils soient réceptibles aux autres, de transformer ces expériences en expériences partageables avec le public. Je suis désolé, et j'espère que voilà, c'était clair. Okay. Voilà. Donc, je pense, on me fait signe que on va s'arrêter là. On a parlé à peu près 1h30, un peu plus peut-être, et on a pris quelques questions du public. Moi, j'aurais voulu, bien sûr, continuer la discussion. Il y a tellement à dire. Mais en tout cas, merci beaucoup François Héran, merci beaucoup Chantal Noisette de votre temps, d'avoir échangé avec nous. Merci Wael, merci Catherine. Et voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.